Mesdames, Messieurs, il était aussi important pour nous d'avoir des témoins majeurs au niveau international qui nous font l'amitié d'être présents ce jour. Et j'ai l'honneur tout d'abord de vous présenter la professeure Sylvana Côté. Elle est psychologue après des études aux universités prestigieuses de McGill, Laval, Montréal et Carnegie Mellon. Elle est actuellement professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal et chef adjointe du service cerveau et développement de l'enfant au CHU Sainte-Justine à Montréal. Ses travaux touchent principalement les domaines de la psychopathologie développementale et de l'épidémiologie de la santé mentale au cours de la vie. Les études en cours portent sur les associations entre les risques familiaux et le développement, de même que la transmission intergénérationnelle de problèmes de santé physique et mentale en s'intéressant au parcours de vie de l'enfant. Chers collègues, professeur Côté, je vous prie de prendre la parole. Merci d'être là. Votre Majesté, distingués invités, chers collègues, merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui des connaissances qui nous portent à croire que les investissements au cours des 5 premières années de vie sont parmi les meilleurs qu'une société puisse faire pour le développement de son capital social sur le long terme. Alors, j'aurais pu m'adresser à vous en québécois, en anglais avec un accent québécois ou en français avec un accent québécois. J'ai choisi de m'adresser à vous dans ma langue maternelle, le français, mais en québécois. Alors, ma présentation est structurée comme suit. Donc, je vais présenter 2 arguments qui sous-tendent la notion que les 5 premières années de vie sont critiques pour le développement futur de nos sociétés. Le premier est un argument neurodéveloppemental et le second est un argument économique. Et enfin, je vais vous présenter 2 exemples de programmes qui peuvent être mis en œuvre à l'échelle populationnelle, mais avec des considérations des populations à risque pour favoriser le développement, la bonne santé mentale de nos enfants. Alors, les problèmes de santé mentale ont des causes multiples, ce sont des problèmes complexes. 3 grandes sphères d'influence les modèles, les déterminent. Il s'agit des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et des interventions ou des services que nous mettons en place pour les atténuer. Alors, ce que ça donne, en fait, lorsqu'on étudie l'étiologie des problèmes de santé mentale, c'est qu'on doit considérer les interactions gène-environnement, les interactions gène-intervention, les interactions environnement-intervention et les interactions gène-environnement-intervention. Donc, évidemment, l'étiologie donne lieu à un grand ensemble d'études sur quel est l'apport plus ou moins important de ces différentes influences sur le développement. En fait, une des raisons les plus solides pour lesquelles il est important d'intervenir à la petite enfance est assez simple et on le sait intuitivement. C'est que la capacité du cerveau à changer en fonction des expériences que nous vivons diminue de façon drastique au cours des premières années de vie. Et on a la courbe inversement proportionnelle qui montre que la quantité d'efforts que nous avons besoin pour changer en fonction de l'expérience augmente avec l'âge. Au bout du compte, nous avons à la petite enfance, c'est ça que je veux, oui, voilà. Alors, à la petite enfance, au début de la vie, une grande capacité, une grande plasticité du cerveau et peu d'efforts pour changer, tandis que vers la fin de la vie, disons, ou un âge plus avancé, nous avons besoin de beaucoup d'efforts pour changer et c'est très difficile de le faire. Alors, ces études très générales sur la plasticité du cerveau se raffinent à tous les jours. On a l'exemple ici d'une publication récente dans Nature, une des plus grandes revues dans le domaine, qui montre que la neurogénèse dans l'hippocampe humain
diminue à un rythme extrêmement rapide au cours des premières années de vie et qu'il est pratiquement nul chez les adultes. Donc, la neurogénèse, c'est la capacité des cellules nerveuses de se régénérer. Donc, on voit ici des dendrites très prévalentes chez les jeunes, beaucoup moins chez les personnes âgées. Évidemment, le développement du cerveau ne se fait pas dans un vacuum, il se fait dans un environnement, et l'environnement est absolument déterminant pour le développement du cerveau, comme l'illustrent ici les courbes de développement de la matière grise, le volume de matière grise du cerveau en fonction du statut socio-économique. SES, statut socio-économique. Vous voyez ici les âges à partir de 5 mois jusqu'à 37 mois, et ici le volume de matière grise. Les trois courbes indiquent le développement, le volume pour les enfants qui grandissent dans un environnement de faible statut socio-économique, ce qui veut dire faible éducation, faible revenu, faible prestige occupationnel des parents, en comparaison avec le volume des enfants d'autres statuts socio-économiques. Et regardez la différence entre ceux qui sont dans un environnement bien nanti versus les autres. Pourquoi ça se passe ainsi? Voici un exemple. Il y en a de nombreux, mais voici un exemple. Le nombre de mots que les enfants entendent est dépendant du statut socio-économique de la famille. Alors, on voit ici le nombre de mots chez les enfants de famille plutôt défavorisés, moyens et élevés. Ils entendent plus de mots et ça se reflète dans la quantité de vocabulaire également avant 5 ans. Le gradient socio-économique, c'est-à-dire plus il y a de défavorisation matérielle et sociale, plus les problèmes de santé mentale et physique sont prévalents, se reflète également dans les comportements violents à l'adolescence. Ici, on a l'automutilation et la violence envers autrui. Et enfin, on arrive à l'âge adulte avec un gradient très prononcé et extrêmement bien documenté sur le fait que plus la pauvreté est élevée, plus les problèmes de santé sont importants, et c'est vrai sur le plan physique et mental. Il n'est donc pas surprenant de constater des baisses dans les scores de QI, verbal et non-verbal, chez les jeunes enfants de moins de 5 ans depuis le début de la pandémie de COVID-19. Les structures d'accueil ayant été fermées, le développement cognitif des enfants est plus dépendant de la famille qu'il ne l'était lorsque les structures étaient ouvertes de façon régulière, ce qui a entraîné des baisses, en particulier chez les enfants de familles où il y a beaucoup d'adversité socio-économique dans l'enfance, dans la maison. Maintenant, l'argument économique. La courbe de Jim Heckman, prix Nobel en économie, est la suivante. Alors, il a utilisé des études expérimentales, donc les meilleures études dans le domaine, qui ont des suivis à très long terme et qui ont montré des réductions du taux de non-emploi, de violence et de problèmes de santé mentale pour montrer que les investissements au cours de la période prénatale offrent le meilleur retour sur investissement. Ici, vous avez sur l'axe des Y le retour sur investissement et suivi des interventions entre 2 et 4 ans, 4-5 ans et scolaire et en fait réintégration sur le marché du travail. Ces études, ces calculs économiques, ont fait proposer cette phrase « skills beget skills », donc à la petite enfance, les habiletés génèrent des habiletés. C'est aussi une analogie qui est utilisée parfois comme le cerveau comme un fonds de pension. Plus on intervient tôt, plus le retour sur investissement est important. Alors, les études de Jim Heckman sont beaucoup nord-américaines, mais je voulais vous présenter un résumé d'un rapport qui a été fait par la BAC suisse et qui montre que des investissements dans des réseaux, dans des services d'accueil à la petite enfance pourraient augmenter le PIB de 0,5 % par année et qu'il est rentable sur 10 ans. Et donc, plusieurs pays industrialisés de l'Ouest se dotent graduellement d'un réseau de services d'éducation préscolaire. Alors, pourtant,
Dans la majorité des pays, les investissements en des dépenses publiques sont inversement proportionnels à la croissance du cerveau. Donc, on a ici sur l'axe des X-l'âge et les dépenses publiques qui augmentent avec le développement des individus. Pourtant, on sait très bien que c'est ici que le cerveau se développe et qu'on a besoin de soutien très important. Et d'autant plus chez les enfants qui viennent de contextes où il y a beaucoup d'adversité socio-économique. Évidemment, je parle beaucoup d'adversité socio-économique, mais c'est parce que ça rassemble un ensemble de variables corrélées avec ces facteurs socio-économiques qui font en sorte que l'environnement n'est pas optimal. Et donc, on voit ici que le retour sur investissement est deux choses, plus important lorsqu'il est tôt, plus important lorsqu'il est ciblé à des populations qui sont à risque. Il y a une autre raison encore, et c'est celle-ci. Des études qui essaient de distinguer la part des problèmes de santé mentale ou des phénotypes, ici on parle d'habileté mentale, qui sont attribuables à la génétique versus l'environnement, montrent que lorsque les enfants sont de statut socio-économique plus faible, l'environnement est plus important que lorsque les enfants sont de statut économique plus élevé. C'est plus la génétique, les facteurs génétiques qui ressortent comme étant déterminants. Ce qui veut dire que nous avons une marge d'amélioration pour ces populations-là qui est plus grande que pour les non défavorisés. Alors, que peut-on faire? J'étais ravie de voir dans le film qu'on se préoccupait des femmes enceintes qui vivent de la détresse lors de la grossesse, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais revenir sur les données épidémiologiques brièvement sur ce sujet tout à l'heure. Les interventions qui ont servi à construire la courbe d'investissement sont celles-ci. Des programmes d'éducation préscolaire, ici le Abecedarian Project et le Perry Preschool, qui ont servi d'exemple pour le développement de nombreux programmes d'éducation préscolaire, et le Nurse Family Partnership, qui est un programme de soutien aux femmes enceintes vulnérables à partir de la grossesse. Donc, les retours sur investissement varient entre 4 $ et 9 $ pour ces programmes, et les retours sur investissement sont attribuables à des baisses de détresse, de problèmes sociaux, notamment criminalité, santé physique, santé mentale et succès scolaire. Donc, soutenir les femmes enceintes vulnérables. La dépression pendant la grossesse n'est pas un phénomène exceptionnel. On l'estime à 1 sur 5 et il est particulièrement prévalent chez les femmes qui vivent des stress importants. Ce qui est inquiétant, c'est que lors de la pandémie, c'est une étude ici publiée dans Lancet tout récemment qui fait une recension du fardeau additionnel créé par la pandémie sur les problèmes d'anxiété et de dépression sur l'ensemble de la population. Ce que vous voyez, le rectangle, c'est le fait que les femmes en âge d'avoir des enfants ont vécu le fardeau le plus important au niveau des problèmes de santé mentale, anxiété, dépressif. Ce qui nous porte à croire que dans les années à venir, certains enfants ont grandi dans des contextes plus stressants que pré-pandémie et que donc il va falloir s'en préoccuper. Mais il y a des choses à faire et le US Preventive Task Force a publié en 2019 un excellent article où il faisait une recension des meilleures interventions pour les femmes enceintes. Et simplement pour vous dire aujourd'hui qu'il y a un ensemble d'interventions efficaces en psychosocial qui fonctionnent. Alors, pour la prévention à l'enfance, ce n'est pas comme les modèles cliniques médicaux où on utilise la pharmacologie. La pharmacologie, dans ces domaines-là, c'est le soutien social. C'est une molécule hyper puissante pour la prévention, pour le soutien, qui permet de réduire les problèmes de santé mentale. Et donc, ce rapport donne des pistes sur quelles interventions permettent d'implanter des mesures de soutien social à partir de la grossesse d'une façon qui est evidence-based. Fondée sur des preuves. Ensuite, les pays qui ont les meilleurs résultats de santé pour leurs enfants sont les pays qui ont
le moins d'inégalités sociales. Alors, on a le coefficient de Gini ici, qui va de peu d'inégalités à beaucoup d'inégalités, et on voit le rang des pays selon le rapport de l'UNICEF en fonction de la santé des enfants. Alors, plus c'est bas, mieux c'est. Et on voit que les pays avec les moins d'inégalités sociales ont les enfants en meilleure santé. Les politiques, donc, pour réduire les inégalités sociales à la petite enfance, visent surtout à les accueillir dans des contextes de haute qualité, bienveillants, chaleureux, avec une réduction, un minimum de barrières à l'accès. Et c'est d'ailleurs un objectif de développement durable qui est très, très important pour le futur du capital humain. L'objectif de développement durable numéro 4 est en 4.2, plus spécifiquement, il s'agit de, d'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à l'enseignement primaire, puisqu'il est très, très bien documenté que lorsque les enfants débutent leur enseignement primaire, s'ils ont des retards, c'est très difficile à rattraper. Dans nos travaux, nous avons montré qu'effectivement, l'accès à une éducation préscolaire de qualité structurée avec du personnel formé permettait de réduire les inégalités au niveau de la santé mentale, tant au niveau des troubles de comportement et des troubles émotifs, et permettait de rééquilibrer les différences entre les moins bien nantis et les mieux nantis au niveau cognitif et de la préparation scolaire. Alors, les Nations unies, dans leur rapport de préparation pour la reprise post-pandémie, mentionnent qu'il est essentiel de mettre à profit le pouvoir de la science pour un avenir plus équitable, résilient et durable. Bien sûr, on essaie de le faire depuis longtemps, mais on est dans une position où on se doit de s'appuyer sur la science. Ça veut dire, en outre, d'avoir des données intersectorielles en éducation, santé et services sociaux qui vont nous permettre de comprendre qui sont les enfants qui souffrent à long terme versus ceux qui se remettent des perturbations pandémiques, parce qu'on s'attend à ce que la majorité des enfants se remettent des perturbations pandémiques pour ceux qui ont vécu des événements négatifs. Alors, enfin, et c'est ma dernière diapositive, ce qui est préconisé à l'international, selon la science, ce sont les interventions par palier, où on a des interventions plutôt légères pour l'ensemble de la population, non stigmatisantes, inclusives, dans les écoles, dans les structures d'accueil, suivi d'un palier en prévention qui est plus ciblé, soit sur des vulnérabilités individuelles ou sociales. Et ces deux paliers devraient réduire le fardeau social, les détresses, et également réduire le fardeau sur le système spécialisé tant scolaire que médical pour les services aux enfants. 3 messages clés. Les problèmes de santé mentale prennent racine dans l'enfance. La défavorisation socio-économique avant la naissance et au cours de la petite enfance est un important déterminant de la santé mentale et physique au cours de la vie. Les interventions réalisées tôt au cours de la vie, c'est-à-dire en particulier celles réalisées avant 5 ans, donnent les meilleurs résultats tant sur le plan des investissements économiques que de la réduction du fardeau social et de la détresse psychologique. Merci pour votre attention.